Invité aujourd'hui du magazine politique de France 3, le 12-13 dimanche, député UMP et ancien ministre. Il sera interviewé par Francis Letellier et Michel Dumoret, chef du service politique de France 3. Xavier Bertrand, donc, merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau du 12-13 dimanche, d'autant que vous êtes plutôt silencieux ces derniers temps. Vous nous direz pourquoi, si c'est une stratégie personnelle ou une volonté de prendre un peu de distance au moment où l'UMP se divise, en particulier sur la question du Front National, on va y revenir après les propos de François Fillon. L'UMP qui, on le voit dans les sondages, ne bénéficie pas pleinement de l'impopularité de François Hollande. Pourquoi? Ça aussi c'est une autre question. Est-ce que ça veut dire que le parti est devenu inaudible ou difficilement audible, ou que les Français finalement pensent que sur les questions qui les inquiètent, l'emploi, les retraites par exemple, eh bien l'UMP ferait pas mieux que le gouvernement actuel. On va en parler. Nous commençons par l'image de la semaine, c'est la charte de la laïcité qui a été apposée cette semaine dans toutes les écoles publiques de France. Est-elle utile? Tout ce qui contribue à faire partager l'idée de laïcité, ça va dans le bon sens. Et de dire aux jeunes, voilà de quoi on parle, voilà pourquoi il n'est pas question de mettre en cause un enseignant qui parlerait de laïcité, de rappeler pourquoi le port des signes religieux est interdit à l'école, tout ça, bien évidemment, ça va dans le bon sens. Est-ce que ça suffit? Évidemment non. Voilà pourquoi il faut être en permanence vigilant sur le respect de la laïcité et d'éviter toute atteinte. C'est la question notamment des accompagnatrices voilées, où là, je pense qu'il n'est pas possible de permettre ça à l'école. Et cette charte, il y a aussi des manquements. La question des cantines, parce que je pense pour ma part qu'il ne peut pas y avoir de repas aménagés, ça ne figure pas dans cette charte. Donc on dirait qu'elle a voulu éviter les sujets qui peuvent encore fâcher. Or, il faut être... Vincent Payon a évité le pire. Voilà, il faut être complet. Si on veut vraiment que ça aille dans le bon sens, il faut être complet et assumer les choix. Et la laïcité, disons-le très clairement, c'est une façon de permettre à chacun d'exercer sa foi, de le protéger dans l'exercice de sa foi et aussi de se protéger des extrémismes. Sentez-vous une montée du communautarisme en France? Oui, évidemment. Où? Évidemment. D'où elle vient? Mais on le voit dans les quartiers, on le voit aussi parce que bien souvent, la République a mis du temps avant de se protéger, de régler elle-même les problèmes. Mais il faut aussi... Pourquoi elle a péché par angélisme? Bien sûr. Ou en refusant de regarder la réalité, parce qu'il faut aussi vivre au contact de ces problèmes. Et toute la question des politiques, c'est est-ce qu'on est suffisamment au courant? Est-ce qu'on va suffisamment au contact? Parce que beaucoup de Français nous disent, vous ne vivez pas comme nous. Comment pouvez-vous connaître nos problèmes? Et quand vous me disiez tout à l'heure, parlez peut-être un peu moins, oui, pour un responsable politique comme moi, écoutez davantage. Mais cette question de la laïcité, disons-le très clairement, ça n'est pas seulement une réponse franco-française au problème. Parce que je pense qu'il y a un mouvement de fond qui est mondial, qui est lié à la mondialisation, le fait religieux, l'extrémisme religieux, pousse partout dans le monde. Et la façon de se protéger... Un certain extrémisme religieux? Évidemment. Lequel? Évidemment. On le voit notamment sur la question de l'islamisation, qui n'a rien à voir avec les musulmans qui sont en France et qui comprennent que la laïcité les protège également. Mais si on ne se garde pas des extrémismes, il ne faut pas s'étonner qu'après, il y ait une contagion des esprits et que les extrêmes, tous les extrêmes en profitent. Évidemment, on va en parler. On en vient maintenant à l'emploi, les retraites, les impôts. Ça, c'est les sujets qui intéressent les Français, qui les inquiètent aussi, qui se demandent de quoi leurs lendemains seront faits. Les impôts d'abord, parce qu'on a l'impression, et les Français ont l'impression que les gouvernements gèrent un peu au jour le jour. Un chiffre simplement. 84 impôts nouveaux en 2 ans, entre 2011 et 2013, c'est-à-dire aussi bien Nicolas Sarkozy que François Hollande. Le ras-le-bol fiscal, ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors c'est quoi la priorité pour éviter ça, ce bricolage? Baisser les dépenses. Mais si vous ne voulez pas continuer à augmenter les impôts, il faut que les hommes et les femmes politiques gèrent le budget de la France ou des collectivités qu'ils dirigent comme un père de famille gère le budget familial. Donc quand gouvernement... Quand on est avec des dépenses plus importantes que les recettes, qu'est-ce que vous faites? Vous baissez les dépenses. Mais quand le gouvernement dit pour 2014, on va faire des économies, 15 milliards d'euros d'économies sur les dépenses de l'État, donc vous lui accordez crédit au gouvernement. Vous dites c'est vrai. Un mensonge supplémentaire n'a jamais fait peur ni à M. Hollande ni à M. Ayrault. Mais pourquoi c'est un mensonge? Pourquoi c'est un mensonge? C'est un engagement. Mais attendez, il suffit de regarder les choses. Ils vous disent normalement, ça aurait dû augmenter de 15 milliards d'euros. Comme ça n'augmente pas, c'est une baisse des dépenses. Mais attendez, ce ne serait pas un sujet aussi sérieux. C'est l'une des plus grandes plaisanteries qu'on ait pu entendre. Baisser les dépenses, c'est quand vous êtes à 100 de dépenses et que vous passez à 85. C'est pas de dire, vous savez, normalement, ça aurait été 115. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il faudrait baisser les dépenses, concrètement? C'est de baisser les dépenses de l'État. Mais quoi, par exemple? Je vais y venir. Oui, de parce baisser que aussi. C'est vague quand même. Non, je vais être précis. Les dépenses de l'État, les dépenses des collectivités locales et aussi les dépenses de la sphère sociale. Quand, par exemple, je propose, ça n'est pas par plaisir, mais c'est parce qu'il faut tenir un langage de vérité, que l'on passe l'âge de la retraite de 62 ans à 65 ans. C'est une baisse des dépenses. C'est 3 années pendant lesquelles vous ne versez pas les pensions de retraite,
mais les salariés continuent à travailler et à cotiser, c'est une économie, c'est une baisse des dépenses. Les Français paient donc moins d'impôts, mais ils paient plus en travaillant plus longtemps et en payant plus de cotisations Non, sociales. Ils y perdent aussi. Mais pas du tout, vous travaillez. Vous savez ce qui va se passer avec le bricolage fiscal qui sert de rendez-vous des retraites de la part du gouvernement. C'est que le gouvernement est incapable de garantir que dans les années qui viennent, on continuera à payer les retraites de tous les retraités. Ils sont incapables de le dire. Et dans 4 ans ou plus tard, vous aurez un nouveau rendez-vous des retraites. Parce que le gouvernement n'a pas le courage de prendre ce dossier à bras-le-corps. Vous voulez un autre exemple sur les collectivités locales. Sur les collectivités locales, il faut par exemple fusionner les conseils généraux avec les conseils régionaux. C'est à la fois un doublon, d'un côté le département, conseil général, de l'autre côté la région. Et ces deux entités ne se parlent pas assez, ça fait perdre du temps aux chefs d'entreprise qui ont un projet, ça fait perdre du temps aux élus qui ont un projet aussi à porter, et puis surtout, ça vous coûte de l'argent. Il faut donc fusionner, et pour être très franc avec vous, si vous voulez réussir cette fusion des conseils généraux et des conseils régionaux, il faudra passer par un référendum, parce que jamais une partie de la classe politique ne se fera harakiri en décidant la disparition d'une partie d'elle-même. C'est sûr, on a vu que ça a déjà été retoqué. Jean-François Voilà Copé, des exemples précis et concrets. Alors vous savez, vous dites il faut réduire les dépenses, mais en politique, quand on parle d'impôts, c'est souvent on va raser gratis demain. Jean-François Copé a dit il y a quelques jours, si la droite revient au pouvoir, ce sera une baisse massive d'impôts. Qui peut le croire? Est-ce que c'est crédible ce genre de propos? Il faut dans ces conditions-là qu'on dise quelles dépenses vont baisser et comment on va les faire baisser. Est-ce que c'est crédible en le disant comme ça? Et je vous dis, nous sommes à 4 ans de l'échéance prochaine des élections présidentielles. Bien évidemment qu'il va nous falloir être précis et d'expliquer aussi qu'on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Le drame des responsables politiques, c'est qu'on aimerait bien plaire à 100% des Français. Mais il faut avoir le courage de dire clairement, si nous voulons que notre pays reste un grand pays, si nous voulons que nos enfants puissent continuer à travailler, à imaginer leur avenir en France, il va falloir qu'on arrête de vivre au-dessus de nos moyens pour la France. Même si pour beaucoup de Français, ils ne vivent pas au-dessus de leurs moyens. Pour eux, il y a des difficultés à la fin du mois. Donc il faut être précis. Vous vous souvenez aussi qu'à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy, le déficit avait augmenté de 500 milliards d'euros. Il y a eu une bataille 500 ou 600 milliards, mais à ce niveau-là, on ne voit plus très bien ce que ça veut dire. Donc 500 ou 600 milliards d'euros. Quand le gouvernement dit c'est aussi l'héritage, c'est aussi ça? C'est aussi tout ce qui a été légué, non? Allez, on dit tout aussi. Mais il n'y a pas eu une crise en 2008 qui a failli mettre l'économie mondiale par terre. Mais est-ce que ça suffit pour expliquer les déficits? Allons jusqu'au bout. Mettre l'économie mondiale par terre. À cette époque-là, il y avait de l'activité économique? Non. Il y avait des rentrées de cotisations des entreprises et des particuliers? Non. Est-ce qu'il a fallu dépenser davantage pour maintenir l'économie à flot? Oui. Pourquoi la gauche n'en parle pas? Vous savez pourquoi il y a aujourd'hui... Il y a eu le bouclier fiscal aussi qui a été très critiqué. Sur les 500 milliards d'euros, c'est 500 millions. Mais c'était beaucoup. Attendez, 500 millions, 500 milliards, c'est pas ça qui vous a creusé le déficit. Disons les choses honnêtement. Alors, je veux revenir sur les impôts. Vous savez pourquoi aujourd'hui il y a ce sentiment d'exaspération fiscale? C'est parce que M. Hollande avait promis qu'il n'y avait que les riches qui paieraient. Et ce mensonge-là, les Français l'ont toujours en tête. Parce que les Français avaient le sentiment que, bien évidemment, ils savent qu'on ne peut pas tout croire. Mais là, quand même, si Nicolas Sarkozy s'en va, le chômage baissera. Si Nicolas Sarkozy s'en va, seuls les riches paieront des impôts. Mais quand vous regardez bien aujourd'hui, les 9 millions de Français qui faisaient des heures supplémentaires, on leur a enlevé. On va en parler de ça. C'était les riches? Non. Ils ont été lésés. Les retraités n'avaient pas le sentiment d'être des riches. Les cotisations ont augmenté dès l'an dernier, ça continue. La question, c'est aussi où trouver de l'argent. Selon les douanes, vous savez que les saisies d'argent non déclarées qui partent ailleurs ont augmenté de 500% en un an. Alors le gouvernement veut s'attaquer à la lutte contre l'évasion fiscale, la fraude fiscale, qui coûte 600 milliards d'euros à la France, au budget d'État. Valérie Rabault, qui est députée PS du Tarn-et-Garonne, l'une des expertes économiques du PS, vous interroge à ce propos. Bonjour Xavier Bertrand. Le gouvernement a lancé une grande offensive pour lutter contre les paradis fiscaux, l'évasion fiscale, la fraude fiscale. Ça a été l'objet d'une première lecture à l'Assemblée nationale qui a eu lieu avant l'été et qui a donné lieu à un vote le 25 juin dernier. Alors pour ce vote, l'UMP a voté contre cette loi qui propose un arsenal pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. L'UMP a voté contre, ça veut dire qu'elle donne l'impunité, elle laisse l'impunité à ceux qui fraudent le patrimoine fiscal des Français. Vous, Xavier Bertrand, vous n'avez pas voté contre, vous avez fait cavalier seul. Alors ce que je souhaiterais savoir, c'est si pour le deuxième vote qui aura lieu à l'Assemblée nationale très prochainement, vous allez renouveler cet exploit de cavalier seul, ou alors est-ce que vous allez tenter de convaincre vos collègues de l'UMP d'engager la lutte véritablement contre l'évasion fiscale, d'engager cette lutte qui fait qu'on ne laisse pas l'impunité pour ceux qui spolient le patrimoine fiscal des Français, ou alors peut-être allez-vous rentrer dans le rang de l'UMP et voter contre comme eux.
Xavier Bertrand. C'est pas un exploit de faire cavalier seul, c'est d'agir selon ses convictions et en cohérence. Lutter contre l'évasion fiscale, évidemment. Ceux qui pratiquent de l'évasion fiscale sont aussi pour beaucoup des gens qui contournent la loi. Et ceux qui, d'une certaine façon, volent les autres. Des délinquants? Écoutez, mais quand vous avez des systèmes qui sont aussi parfois des systèmes mafieux, il faut bien le considérer. Et donc si ça va dans le bon sens, j'allais pas voter contre. Ce n'est pas la première fois que je m'abstiens sur un texte. Celui sur les emplois d'avenir, je pense que les emplois d'avenir pour les jeunes, c'est nettement insuffisant. Mais revenons à l'évasion fiscale. Est-ce que tout a été fait je vais juste pour lutter vous contre l'évasion fiscale? Je vais juste vous expliquer ma position. Si ça va dans le bon sens, je ne vais pas voter contre. Je ne suis pas prisonnier de dogmes politiques. Ça on a compris. Je ne suis pas le petit doigt sur la couture du mais, pantalon. Mais est-ce que tout a été fait sur ça va pas assez loin. Et vous avez un sujet qui n'est pas de l'évasion fiscale, qui est, comment on dit, de l'optimisation fiscale. Quand vous avez des très grands groupes internationaux qu'on est content de voir chez nous. Vous avez des Google, vous avez des Starbucks, vous avez des Microsoft, dont vous vous apercevez aujourd'hui qu'en définitive, ils ne payent quasiment rien d'impôts en France. Moi, j'attends une action de l'Europe pour qu'on les fasse payer des impôts comme une PME en France paye des impôts. Vous croyez vraiment que tous les pays européens se mettront d'accord alors que les paradis fiscaux sont dans les pays européens? C'est un beau sujet le pour Luxembourg, la Belgique. C'est un beau sujet pour l'Europe. Donc voilà pourquoi lutter contre l'évasion fiscale, oui, mais qu'on fasse pas semblant, pas de demi-mesure. Quand il a été question notamment de faire la séparation, vous savez, des activités des banques françaises. Mais le texte aujourd'hui, il est nettement en retrait de ce qui était demandé depuis des années. Donc je ne vais pas non plus signer un chèque en blanc. Je voudrais juste revenir en un mot sur les heures supplémentaires qui avaient été défiscalisées. Aujourd'hui, on paie des cotisations normales, j'allais dire, sur les heures supplémentaires. Il y a ceux qui peuvent en faire et ceux qui ne peuvent pas en faire. Quand vous défendez les heures supplémentaires, est-ce que vous assumez cette inégalité entre ceux qui peuvent en faire et ceux qui ne peuvent pas en faire? Et ceux qui en font, ils pénalisent les autres ou pas? Le gouvernement dit que ça supprime 100 000, 110 000 emplois. Mais allons. D'ailleurs, ils ont supprimé la défiscalisation. Est-ce qu'il y a eu des créations d'emplois? Non, le chômage n'a pas cessé d'augmenter. Avec Bruno Le Maire, avec Marc Le Fur, avec Frédéric Lefebvre, nous avons déposé un nouveau texte. Parce que moi, je veux revenir à la défiscalisation des heures supplémentaires. Les 9 millions de Français qui font des heures sup ne volent le travail de personne. Mais seulement parce qu'ils travaillent, ils gagnent davantage. Et il y avait un gain pour les charges sociales qu'ils ne payaient pas sur ces heures et sur les impôts. Mais ceux-là, aujourd'hui, sont très en colère. Parce qu'ils ont fait des heures. C'était par leur travail. Et on leur a retiré. Et aujourd'hui, je suis désolé, si vous voulez à la fois valoriser le pouvoir d'achat et la valeur travail, il faut remettre en place cette défiscalisation. Donc tant pis pour ceux qui ne peuvent pas en faire. Tant pis pour ceux qui peuvent pas en faire. Est-ce qu'ils sont pénalisés par ceux qui en font? Bien sûr que non. Non, mais ils ne peuvent pas en faire. Ils regardent les autres en faire. Mais attendez, est-ce qu'aujourd'hui, ils ont plus parce qu'il n'y a pas d'heures supplémentaires? Non, il faut arrêter d'opposer. Et puis dans ce pays, la France, où il y a toujours beaucoup de jalousie, ça ne sert à rien d'attiser ce qui n'a pas lieu d'être. Celui qui ne fait pas d'heures supplémentaires ou qui n'est pas preneur d'heures supplémentaires, sa situation familiale, ça ne dérange pas que les autres gagnent davantage. Si ceux qui font des heures supplémentaires prenaient aux autres, pourquoi pas? Mais ça n'est pas le cas. Et vous savez aussi cet argent de la défiscalisation, il faisait du bien à l'économie, au pouvoir d'achat et à la croissance. Et ça manque aujourd'hui dans la croissance. Ça explique en partie nos difficultés. Les heures sup, on voit que c'est un totem de la droite, de l'UMP, qui est actuellement se pose beaucoup de questions. Et puis les propos de François Fillon récemment ne facilitent pas les choses. On peut dire que la droite est même en pleine décomposition, menacée par le Front National. On va y venir, vous chiez de la tête, avec Michel Dumoré, chef du service politique de France 3. Bonjour Michel. Bonjour Francis, bonjour Xavier Bertrand. Bonjour. On va rappeler que vous étiez ancien secrétaire général de l'UMP, que vous êtes déjà déclaré candidat à la primaire de 2016 avec dans le viseur évidemment l'élection présidentielle de 2007. Que vous avez fait un rêve, c'est celui de rassembler toutes les droites, alors rien que ça, et qu'après un moment de cure médiatique, vous vous retrouvez aujourd'hui au moment où en effet, et Francis vient de le dire, au moment où il y a le feu à droite, et notamment au sujet du Front National. Première réaction d'abord sur les propos de François Fillon, on vous dit en colère, est-ce que c'est vrai? Oui, parce que ces déclarations sont toujours ambiguës. Les déclarations de François Fillon divisent l'UMP, ces déclarations affaiblissent l'UMP. Nous avons défini une position claire, qui était ce que certains appellent le nini ou de voter blanc. Mais de parler de ce sujet, alors même que dans les élections municipales, où pour se maintenir, il faut faire 10% des exprimés, jamais la question ne se posera, jamais, de savoir si l'UMP sera ou pas au second tour. Je vote UMP au premier tour, je vote UMP au second tour. D'autre part, la question ne se posera jamais, vous y allez un peu vite. Mais attendez, en France, dans quelle commune? Je sais pas. 10% des exprimés, l'UMP première force d'opposition, même devant le Parti socialiste, dans les intentions de vote. La deuxième chose, c'est que ça passe sous silence, que le problème numéro 1 aujourd'hui, le responsable de cette montée des extrêmes du Front National, c'est l'échec de François Hollande
Et c'est l'échec de la gauche. Pas un an que après. celui, Michel. c'est pas l'unique raison, vous le la savez bien. principale raison. On va y revenir. Je voudrais simplement qu'on revienne sur les propos aussi de Jean-Pierre Raffarin qui dit tout simplement que François Fillon a franchi la ligne rouge. Est-ce que pour vous, il a franchi cette ligne rouge Je viens de et vous qu'il le dire. remet en cause le pacte fondateur de l'UMP? Ça veut dire que l'UMP aujourd'hui vole en éclats. J'ai une autre référence. C'est grave ce qu'il dit. Mon engagement politique, il vient de Philippe Séguin et du séguinisme. Ouais. François Fillon le dit également. En 1998, dans une situation encore plus compliquée, avec les élections régionales, Philippe Séguin a la clarté et le courage de dire qu'il ne doit pas y avoir d'alliance, ni même de collusion Et François Fillon entre a la changé droite d'avis. et les dirigeants de l'extrême droite. François Fillon a Je donc changé reste d'avis. sur cette ligne, je reste fidèle à cette vision du séguinisme qui était à la fois d'une droite qui savait parler aux catégories les plus populaires dans notre pays, à tout le monde, mais à ces catégories-là, et qui refusait qu'il y ait Michel, la vous pose une moindre question. démarche électorale. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, dans les déclarations ambiguës de François Fillon, un calcul politicien? Si c'en est un, c'est un mauvais calcul. Il De faut rester l'opportunisme cohérent. politique, dit-on à droite. Il faut rester cohérent. L'opportunisme et politique, il est-ce faut que rester ça sur c'est de cette ligne-là. l'opportunisme politique, selon Je vous, vous le dis. de François Fillon? Posez-lui la question. Mais si c'est un calcul politicien, c'est un mauvais calcul. Je voudrais vous porter un témoignage. Je suis élu du département de l'Aisne, où à l'élection présidentielle, Madame Le Pen faisait plus de 26% des voix. 26%. Aux élections législatives qui ont suivi, le Front National a baissé à 17%. Moi-même, j'étais sur sa fameuse liste noire, c'est-à-dire qu'elle a appelé à voter socialiste. Ouais. Je n'ai pas varié d'un iota. D'accord. Je n'ai pas changé ma position. Je ne négocie On prend pas mes acte de valeurs. votre Elles ne position. sont pas à négocier. Mais toujours est-il que j'ai été réélu, même si ça a Xavier été Bertrand. difficile. Xavier Bertrand, il y a quand même un Ne problème pour changeons votre pas famille de politique. cohérence et de conviction. 72% des sympathisants de l'UMP approuvent le nouveau positionnement de François Fillon sur le Front National. 38% des sympathisants de l'UMP se disent aujourd'hui proches des thèses, des idées défendues par Marine Le Pen. Comment on fait pour ramener finalement au bercail tous ces électeurs qui sont tentés par le vote Front National? Parce que c'est ce que dit aussi François Fillon. En comprenant bien que la question des alliances électorales ou que l'ambiguïté sur les reports de voix, ça ne mène à rien. Les Français aujourd'hui qui votent Front National sont des Français qui, pour certains, se disent on a essayé la droite, on a été déçus. La gauche, c'est pire encore, alors pourquoi ne pas essayer? Ce n'est pas la majorité des électeurs du Front National. L'autre partie, c'est une partie qui sent bien, et on le voyait dans une enquête aujourd'hui, qui ne veulent pas que le Front National arrive au pouvoir, mais qui se disent c'est la seule façon peut-être de faire comprendre à ces politiques qui connaissent nos problèmes depuis 30 ans, l'emploi, le chômage de masse, l'insécurité, et qui ne réagissent pas, qu'on veut se faire entendre. Sauf que tout et ça, c'est à cela qu'il ça faut pose des questions sur aussi l'avenir de parler. l'UMP. Il faut parler du fond des problèmes, apporter des solutions, et que ces Français nous fassent à nouveau confiance. Xavier Bertrand, est-ce Mais que il ça y veut a dire... aussi aujourd'hui, depuis un an, la montée du Front National dans les intentions de vote. Cette montée, elle s'explique par quoi? Par ces déçus de la gauche. Oui. Ces ouvriers qui ont fait des heures supplémentaires à Oui, qui on mais leur sauf a que repris. c'est l'UMP qui Ils risque se d'exploser, tournent- là. Voilà, Ils se tournent absolument, aujourd'hui vers les Michel. extrêmes. Est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui d'implosion de l'UMP, tout bonnement, après les dernières déclarations de François Fillon? Si nous restons cohérents et si nous restons unis, non. Mais la cohérence est une vertu cardinale en politique, même si un certain nombre de nos électeurs semblent dire qu'il faudrait changer d'attitude. Ça n'est pas possible, ça n'est pas pensable. François Fillon a Et encore quand sa on place à prend- l'UMP. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Ça ne sert à rien non plus. Vous voyez, c'est l'exemple type. Parce que les déclarations ont été ambiguës, parce qu'elles rompent avec la ligne que nous avons définie ensemble, Ouais. aussitôt ça laisse libre cours à toutes les Donc interprétations. est-ce que François Fillon a Je encore pense sa place à Je l'UMP? pense qu'il est... Mais évidemment. Est-ce qu'il faut allons. qu'il vienne Mais s'expliquer devant le bureau national du parti? La semaine dernière, il n'est pas venu au comité politique de mardi, il n'est pas venu au bureau Vous le politique. regrettez? Je pense, je l'ai dit moi-même, je me suis exprimé, ce que je vous dis là, je l'ai dit la semaine dernière. Mais une chose est certaine, nous devons rester fermes sur nos valeurs. Et nous devons rester aussi dans la ligne d'un certain nombre, pas seulement des pères fondateurs de l'UMP, mais je pense aussi de l'attitude qui a toujours été la nôtre. Je pense à Philippe Séguin, je pense aussi à l'attitude qui était la nôtre en 2007. Pas de compromis, Alors, pas de une dernière compromission, question, Michel. mais apportons vraiment une espérance à ces Français qui sont en train de se détourner Jean-Luc de la politique. Jean-Luc Borloo qui lance justement un appel aux électeurs et au cadre de l'UMP dont vous faites partie pour que vous rejoigniez son mouvement, son futur mouvement. Vous considérez qu'il surfe sur cette vague et vous lui en voulez ou pas? Attendez, d'essayer de... moi, là, je ne suis pas commentateur politique. Je sais c'est une de la chose. stratégie, là. Je sais une chose. Vous annoncez l'invitation. C'est qu'en ce qui concerne l'UDI, l'UMP et l'UDI,
ne sont pas des adversaires politiques et ne le seront jamais. Et je pense, pour ma part, moi j'ai travaillé à la tête de l'UMP avec Jean-Louis Borloo qui était à l'intérieur de l'UMP, qui était vice-président. Il ne faut pas qu'on se dise que c'en est fini, que le centre et l'UMP s'éloignent, parce que je n'ai pas envie qu'on en revienne à cette période où il y avait le RPR d'un côté et l'UDF de l'autre. On a besoin d'être ensemble, d'une façon ou d'une autre. Un petit mot quand même sur le fait divers aussi que secoue la France aujourd'hui à Nice. Jean-Marie Le Pen, l'ex-président du Front National, président d'honneur, dit aujourd'hui qu'il aurait fait comme les bijoutiers, c'est-à-dire qu'il aurait tiré dans le dos du braqueur. Et Marine Le Pen a dit « moi je l'aurais pas fait ». Est-ce que vous dites aujourd'hui qu'il y a vraiment deux lignes également qui s'affrontent au sein du Front National? Écoutez, qu'ils se mettent d'accord entre eux, ça n'est pas mon problème. Ce que je sais, c'est que personne ne peut justifier l'autodéfense dans notre pays. Mais moi je comprends l'émotion qu'il y a aujourd'hui autour de ce fait tragique. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a eu, avec cette affaire du bijoutier, c'est le dossier le plus tragique. Ça n'est pas le seul en ce moment. Il y a une exaspération, une peur qui monte chez un certain nombre de commerçants, chez beaucoup de Français en milieu rural, et le gouvernement n'en prend pas la mesure. Monsieur Valls a été aux abonnés absents sur ce dossier, on ne l'a pas entendu. Mais vous avez l'explosion du chômage, l'explosion des impôts, et l'explosion de l'insécurité, c'est une bombe à retardement qui est en train de se mettre en place. On va remercier Michel. Il faut que le gouvernement en prenne la mesure, et François Hollande aussi. Merci Michel d'être venu sur le plateau de 12-13 dimanche. François Hollande intervient ce soir à 20h à la télévision pour parler de la Syrie. C'est un dossier sensible, évidemment. Vous en attendez quoi de son intervention, qui clarifie la position de la France maintenant que les choses ont un peu changé ou... Bon, ça va être compliqué de clarifier la position de la France. Je pense que tout le monde a compris la position de la France. Ça a été de suivre aveuglément les Américains, et quand les Américains ont changé d'option, là, la France s'est retrouvée complètement désemparée. Où est la tradition? Vous dites que la France est isolée aujourd'hui? Attendez, la France a toujours eu une tradition. Toujours eu. C'est d'avoir une ligne diplomatique autonome. Si Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, était allé 5 fois, 10 fois, que ce soit dans un certain nombre de capitales arabes, mais aussi en Russie, pour essayer, même si ça s'était soldé par un échec. Je suis dans l'opposition, je n'aurais rien reproché à Laurent Fabius. J'aurais aimé qu'on prenne des initiatives européennes. Là, on a suivi complètement les Américains, ils ont changé d'option, on s'est retrouvé complètement désemparés. Je veux que l'on retrouve cette ligne politique, diplomatique, qui est synonyme de grandeur de la France. Alors, est-ce qu'il faut ressortir de l'OTAN? Nicolas Sarkozy a fait rentrer la France dans l'OTAN, le commandement intégré. Est-ce qu'il faut en ressortir? La question n'est pas du tout d'être ou pas dans le commandement. C'est la tradition gaulliste et séguiniste. Mais qu'est-ce qui nous aurait empêché, plutôt que de suivre uniquement les Américains qui ont changé d'option, qu'est-ce qui nous aurait empêché de développer des initiatives diplomatiques autonomes? Rien ni personne. Si, la volonté, le volontarisme, de ne pas être un spectateur, comme ça a été le cas d'une certaine façon, mais d'être un acteur diplomatique. C'est ça la vocation de la France. Hier, les États-Unis et la Russie se sont mis d'accord pour imposer le contrôle de l'arsenal chimique en Syrie. Faut-il malgré tout ou non une intervention? Elle semble s'éloigner. S'il y a un vote à l'Assemblée nationale, voterez-vous pour ou contre une intervention en Syrie? Mais quelles sont les options politiques à la suite d'une telle intervention? Si vous me répondez à la question, je vous réponds à la question. Je ne suis pas tellement armé, moi, pour le faire. Voilà, non mais... Mais vous voteriez oui ou non à... Mais Parce attendez, que c'est vous, en tant que député, qui devrez vous prononcer. Bien évidemment. Et il ne s'agit pas de s'abstenir dans un cas comme celui-ci. Mais ce que je veux savoir, c'est quelles sont les options politiques derrière. Frapper, c'est une chose. Et qu'est-ce qui se passe le lendemain des frappes? Aujourd'hui, il y a une initiative qui a été prise par la Russie, qui change complètement la donne. Il faut donner toutes ses chances à cette initiative. Et il faut bien évidemment que chacun y croit vraiment. Nous allons terminer par Dominique Strauss-Kahn. Vous savez que Dominique Strauss-Kahn, qui avait l'ambition de jouer les premiers rôles en France, de devenir président de la République, devient conseiller économique du gouvernement serbe. Vous en pensez quoi? Rien du tout. Mais alors rien du tout. Vous savez à quoi ça nous fait penser, nous? On se dit, tiens, il y a Nicolas Sarkozy qui va faire des conférences à l'étranger, puis DSK, lui, va en Serbie, après tout, c'est un partout, non? Écoutez, ça fait bien longtemps pour moi qu'il est sorti du domaine politique. C'est pas dommage quand même que la France ne puisse pas bénéficier de ses conseils? Non, attendez, je vous dis, j'ai aucun commentaire à faire d'une façon ou d'une autre. La situation, les projets de M. Strauss-Kahn ne m'intéressent absolument pas, et je ne dois pas être le seul. Alors, une autre question. Est-ce qu'il est normal de distinguer la vie privée de la vie publique des hommes politiques? Oui, ça me semble important. Pas vous? Si. Non, mais je vous pose la question par rapport à Dominique Strauss-Kahn. Ça n'empêche pas de continuer sa carrière. Non, mais attendez, d'une façon ou d'une autre, moi, commenter l'attitude, les ambitions, les aspirations professionnelles de M. Strauss-Kahn, ça ne m'intéresse pas. Absolument pas. Je reviens d'une seconde vraiment sur la Syrie, parce que même sur cette question importante, l'UMP n'est pas arrivé à se mettre d'accord. Jean-François Copé a dit on y va dès le début. François Fillon a dit faut mettre la Russie dans le jeu. C'est grave quand même que l'UMP n'arrive pas à se mettre d'accord. Oui, ce qui est surtout grave, c'est que vous pouvez vous positionner quand vous avez une position de la France qui est claire et cohérente. Tout le monde a été d'accord sur une chose. Vous ne pouvez pas laisser impuni ce crime contre l'humanité que constitue l'utilisation d'armes chimiques. Si ensuite il y avait une option précise, là, chacun se serait positionné le plus clairement. Donc vous demandez la clarté.
Exactement. Elle est indispensable dans un domaine aussi sensible que celui-ci. Merci Xavier Bertrand d'avoir Merci accepté l'invitation de 12-13 dimanche ce midi. Retrouvez-nous sur Twitter.